Lorsque Dieu créa le monde, est-il écrit dans la Bible, il pétrit l'homme avec de la terre. C'est une histoire des bords du Nil, où toute vie provient du limon fertile du fleuve. Sans lui, rien ni personne n'existerait. Depuis des temps immémoriaux, le Nil apporte en Égypte le limon provenant des régions intérieures de l'Afrique. Dans les représentations de l'Égypte ancienne, le dieu Khnum façonne l'homme sur un tour de potier. Ces potiers de la région du Fayoum mélangent de l'herbe séchée au limon glaiseux pour confectionner des cruches à eau qu'ils cuisent au four. Les brins d'herbe laissent des pores minuscules dans la terre cuite, permettant à l'eau de s'évaporer sous l'effet de la chaleur. Ainsi, le contenu des cruches reste toujours frais. Les cruches du Fayoum sont réputées dans tout le pays. Ici, la nature offre à l'homme tout ce dont il a besoin pour vivre. Dans cette région, la fabrication des cruches est une tradition ancestrale. Les anciens Égyptiens les utilisaient déjà pour irriguer leurs champs. Cette terre est l'une des plus fertiles au monde. Les paysans de la vallée du Nil cohabitent avec des figures mythologiques, témoins d'un lointain passé. L'eau du Nil transforme les rives en terres paradisiaques, comme hors du temps. À l'emplacement de Memphis, autrefois puissante capitale, la rencontre entre le paysan et le sphinx de pierre semble tout à fait naturelle. À la fin du XVIIIe siècle, Napoléon Bonaparte débarque en Égypte. À cette époque, la plupart des Européens ignorent pratiquement tout de l'importance et de la valeur réelle des monuments de l'Égypte ancienne. Les pyramides de Gizeh. Fort de 28 000 soldats et de 100 canons, Bonaparte livre ici sa première bataille en Égypte. Avant le combat, il rappelle à ses troupes que 40 siècles les contemplent du haut des pyramides. Napoléon remporte la bataille, mais dans l'ensemble, cette campagne est un désastre militaire. Les 167 scientifiques et dessinateurs de l'expédition la transformeront néanmoins en succès. Au départ, les soldats les traitent dédaigneusement de baudets, mais par la suite, on fond même des boulets de canon pour leur fabriquer de nouveaux instruments. Les outils nécessaires pour reproduire les trésors antiques semblent soudain plus importants que l'arsenal de guerre. Napoléon fait procéder à de savants calculs. Les pierres des 3 grandes pyramides de Gizeh pourraient ainsi former tout autour de la France une muraille haute de 3 mètres et épaisse de 30 cm. La campagne d'Égypte ne se solde donc pas par une victoire militaire, mais par une description de l'Égypte en 21 volumes. En Europe, elle déclenche un immense enthousiasme pour cette civilisation ancienne, une véritable égyptomanie. La pyramide du roi Khéops est l'un des plus célèbres édifices jamais érigés par l'homme. Construite voici plus de 4000 ans avec 6 millions de tonnes de pierre, c'est la plus grande pyramide du monde. La seule représentation connue du maître d'ouvrage Khéops est une statuette d'ivoire haute de 7 cm. C'est la plus petite sculpture d'un pharaon de l'Ancien Empire. Nous savons peu de choses sur lui. Quel homme pouvait donc prétendre à un tel monument funéraire? Sans une minuscule inscription près de la jambe droite, cette figurine n'aurait probablement jamais été identifiée. Des archéologues assemblent des pièces de joaillerie découvertes dans une pyramide du Moyen Empire à Dachour. Elles datent de la 12e dynastie.
Les bijoux en or sont parfaitement conservés. Seuls les fils sont tombés en poussière. Il faut donc procéder à un nouvel assemblage. Nous sommes frappés de voir combien l'esthétique de cette époque est proche de la nôtre. Le fermoir de ce bracelet rappelle l'artisanat du début de notre siècle. Fabriqué il y a 4000 ans, ce bijou pourrait être une création de l'Art nouveau. Les pyramides égyptiennes témoignent de l'éveil d'une conscience. Leurs bâtisseurs se voyaient comme des êtres entre ciel et terre. Peut-être est-ce ici, en Égypte, que l'homme a pour la première fois eu le sentiment d'être la créature la plus proche de Dieu. Les pyramides reliaient deux mondes, la terre et le ciel. Toutes les pyramides égyptiennes sont construites sur la frontière très nette entre la plaine alluviale, verte et fertile, et le désert. D'un côté, l'abondance de vie, de l'autre, le sable aride. Le long de cette ligne séparant le fleuve, symbole du temps, et le désert immuable, les pyramides pointent leurs cimes de pierre vers le ciel. Elles sont orientées selon les 4 points cardinaux et les étoiles fixes du firmament. La pyramide à degrés de Saqqara est la plus ancienne. Elle a presque 5000 ans. Les pyramides ne sont pas seulement des sépultures. À l'intérieur commence pour le défunt un voyage qui, pendant plus de 3000 ans, constitue le thème principal des fresques ornant les tombes royales. Le pharaon doit effectuer la traversée du monde d'en bas, à l'issue de laquelle il espère accéder à la vie éternelle. Dans sa chambre funéraire sous la pyramide, le roi défunt Ounas dispose d'un nouveau cadre de vie, car il continue d'exister. Dans son tombeau, il se prépare pour l'éternité. Autour de son cercueil, des formules destinées à lui faciliter la vie dans l'autre monde. La chambre ressemble à une maison. Au plafond, des étoiles. Le roi est environné de formules destinées à assurer son ravitaillement et son bien-être dans l'autre monde. Aucun texte relatif à la croyance dans l'au-delà n'est plus ancien que celui-ci, rédigé pour le roi Ounas. Les pyramides sont considérées encore aujourd'hui comme des témoins d'autres mondes. Elles symbolisent la puissance et la gloire. Leur forme est une promesse d'éternité. L'une des pyramides les plus récentes se trouve à Las Vegas. Elle pourrait abriter 7 avions gros porteurs. Des chambres d'hôtel sont suspendues aux parois intérieures. À la base se trouve une ville de jeu. La monnaie la plus puissante du monde mise sur la force des pyramides. Sur chaque billet d'$1 est reproduite une pyramide au sommet lumineux. Sur le sommet de la pyramide de Las Vegas, qui réfléchissait autrefois à la lumière du soleil, a été installé un puissant projecteur. Le rayon lumineux est si fort qu'il peut servir de point d'orientation aux astronautes en orbite autour de la Terre.
Les vieilles pyramides sont marquées par les vents de sable. Certains pharaons ont saccagé les monuments de leurs prédécesseurs quelques générations seulement après leur construction, les utilisant comme carrières de pierre. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes d'une couche de calcaire étincelant. Au Moyen Âge, cette couche extérieure a servi à construire la ville du Caire. Certaines pierres ont été utilisées dans l'immense nécropole du Caire. Même si peu de traditions relient l'Égypte moderne à la civilisation d'autrefois, le respect des morts s'est maintenu. Aujourd'hui encore, des Égyptiens fortunés construisent des monuments pour leurs morts, fermement convaincus que les défunts ne disparaissent pas entièrement et ont besoin d'un monde à eux. Aujourd'hui, la plus grande ville du continent africain s'étend jusqu'au pied des pyramides. L'égyptomanie, en vogue depuis l'expédition de Bonaparte, a attiré en Égypte des missions culturelles en provenance de tous les pays d'Europe. Le 15 octobre 1842, un imposant groupe d'Allemands escalade péniblement la pyramide de Khéops, drapeau sous le bras. C'est l'expédition prussienne venue fêter l'anniversaire du roi Frédéric Guillaume IV au sommet de la pyramide. Sous les regards étonnés des guides arabes, la petite troupe acclame son roi. Lorsque Khéops fit construire sa pyramide, c'était la seule sur le plateau de Gizeh. Son successeur, Képhren, y fit ensuite bâtir la sienne. La construction de ces monuments demeure toujours une énigme. Personne ne sait exactement comment ils furent réalisés. À certaines époques de l'année, des milliers de travailleurs s'installaient dans les logements des ouvriers proches du chantier. L'Égypte pharaonique était un peuple d'agriculteurs qui se retrouvaient régulièrement sans travail. Car chaque année, les crues inondaient les champs, interdisant pour longtemps les travaux agricoles. Pendant les périodes de crue, les barques de transport pouvaient arriver jusqu'au pied du chantier. Toute la population laborieuse était alors à la disposition du souverain pour des tâches plus nobles. Pour construire, on aménageait probablement des levées de terre autour de la pyramide. Sur ces remblais, des chemins sablonneux permettaient peut-être d'utiliser des traîneaux pour transporter les pierres. On estime qu'environ 20 000 hommes participaient à la construction de la pyramide, dont un tiers seulement à Gizeh même. Un autre tiers taillait les pierres, le dernier s'occupait de l'infrastructure et du transport en direction du chantier. Seuls des levées de terre ont pu permettre les travaux de finition sur les faces extérieures, car un échafaudage autour de l'ensemble de l'édifice semble impensable, d'autant que le bois était très rare. L'Égypte et le Nil ne font qu'un. Le Nil possède un débit et des crues plus réguliers qu'aucun autre fleuve au monde. Toute modification imprévue du régime du fleuve représentait une menace sérieuse pour la civilisation de l'Égypte ancienne. Le niveau des eaux, au moment de la crue, déterminait le montant des impôts. À Assouan, les encoches du Nilomètre montrent jusqu'où l'eau pouvait monter. Ici, la crue a atteint jusqu'à 10 mètres. Lorsque la hauteur de la crue était inférieure de 2 mètres à la normale, les récoltes étaient sérieusement menacées. En amont du fleuve, non loin de la ville soudanaise de Khartoum, la technique de construction des embarcations nilotiques est restée la même depuis 4000 ans. Les grands arbres sont rares. La coque se compose de madriers. Selon une technique millénaire, les artisans les découpent dans le tronc.
Des clous servent à assembler les différents éléments. Les anciens Égyptiens étaient convaincus que la barque représentait le seul moyen de traverser le monde d'en bas. Dans l'esprit des anciens Égyptiens, l'au-delà ressemblait fortement à leur univers des bords du Nil. Le fleuve est le symbole même de la vie. Il traverse le monde des vivants comme celui des morts. Dans les anciennes tombes, le paradis ressemble exactement au paysage champêtre des bords du Nil. Le fleuve est bordé de champs de lin et de dattiers. Les lois de la nature étaient ressenties comme des principes divins, source de bonheur. Dans une tombe thébaine, on voit les champs de Lalou, le paradis des bienheureux évoqué dans le livre des morts. Des images aux couleurs vives montrent le défunt en compagnie de son épouse au moment de la récolte. Une chambre de la face nord de la pyramide du roi Djoser est percée de 2 trous semblables à des yeux. Derrière se cache la plus ancienne statue grandeur nature d'Égypte. De sa petite pièce, le roi peut porter son regard vers le nord et, la nuit venue, contempler les étoiles circumpolaires toujours présentes au firmament. Les monuments funéraires égyptiens sont impressionnants, mais ils reflètent surtout un amour profond des beautés de la vie terrestre. Des groupes de servantes portent toutes sortes de plats délicieux et accompagnent le défunt pour l'éternité. Bien entendu, tout est prévu pour lui permettre, même dans l'au-delà, de pratiquer la chasse à l'hippopotame sur le fleuve. Le défunt ne manque de rien. Dans l'autre monde, il devait disposer pour l'éternité de presque tout ce qu'offrait l'Égypte. Dans la tombe de Thi, on voit même des tailleurs de pierre chargés de confectionner des statues dans le séjour des morts. La tombe devient un lieu plein de nostalgie et de vie. Ici également, le défunt regarde vers la lumière par une ouverture dans le mur. Ciel et terre sont intimement liés. La déesse Nout recouvre l'univers entier de son corps. Le voyage du soleil était le symbole d'éternité par excellence, familier à tout Égyptien. L'astre du jour traverse le corps de Nout pendant la nuit pour renaître au matin. Celui qui parvenait à accompagner le voyage du soleil devenait éternel.
Ramsès II était un monarque puissant. La croyance populaire en faisait le fils de Ré, dieu du soleil. Il édifia de nombreux temples, y compris dans les lointaines régions du sud. Dans celui d'Abou Simbel, creusé dans le grès, des statues à son effigie, hautes de 12 mètres, bordent l'allée conduisant à la chambre sacrée. Des fresques murales témoignent de ses victoires sur l'ennemi. Le pharaon avait choisi cet endroit, face au Nil, à l'extrême sud du pays, pour y faire ériger un monument à sa gloire. Il a fallu dégager les colosses de pierre du sable pour retrouver l'entrée du temple et le secret de son orientation géographique. Mieux que toutes les scènes guerrières, la position du sanctuaire par rapport au soleil illustre la grandeur du pharaon. Grâce à l'architecture habile du temple, Ramsès II se rattache au monde des dieux. Un spectacle impressionnant a lieu 2 fois par an entre le pharaon et le cosmos. Il est possible d'y assister encore aujourd'hui. La mise en scène est parfaite. À ces 2 moments précis de l'année, les rayons du soleil levant pénètrent dans le temple creusé dans le rocher sur une distance de 45 mètres. Au bout du couloir, ils viennent éclairer la statue de Ramsès II qui trône dans le sanctuaire à la droite du Dieu suprême. La lumière du soleil éclaire uniquement le Dieu et le pharaon. Les autres statues demeure dans l'ombre. L'Égypte semble quelquefois irréelle. Comment l'eau et le désert peuvent-ils se côtoyer si étroitement? Il n'est pas étonnant que les hommes de ce pays aient développé depuis si longtemps une conception particulière de la vie et de la mort. L'eau vivante se figeant soudain en désert. Pour les Égyptiens, l'immobilité représentait la mort. Leur plus grande crainte était que survienne un arrêt subit de la barque solaire. La mort dans le désert offrait une image concrète de cet arrêt de mouvement, un exemple de momification. Dans le désert, le temps semble être arrêté. Par la momification, on tentait de préserver le mieux possible la personne du mort. Aujourd'hui, la momie de Ramsès nous en dit davantage sur sa personnalité que les visages de pierre des colosses d'Abou Simbel. Les Égyptiens ne voulaient pas nier la mort, mais sauvegarder au maximum l'individualité du défunt. Leur technique de momification parfaite nous permettent une rencontre directe avec les morts et leur histoire. Nous voyons encore les couleurs des roses déposées sur le cercueil voici plusieurs milliers d'années. Nous voyons les traits distordus du roi mort au combat. Nous voyons Ramsès V, victime d'une épidémie de variole.
Les momies égyptiennes nous font rencontrer des individualités plus que dans toute autre culture, des individualités à la mentalité très proche de la nôtre. La dépouille momifiée était en fait une sorte de capsule spatiale permettant aux défunts d'entreprendre dans de bonnes conditions son long voyage vers l'au-delà. Dans l'autre monde, il espérait retrouver un corps normal, doté de toutes ses facultés, venant pour ainsi dire remplacer la momie. Mais la momie illustre aussi l'idée, caractéristique des anciens Égyptiens, qu'il fallait préserver l'intégrité de la personne humaine, y compris ses composantes corporelles, pour la vie dans l'au-delà. Ainsi s'expliquent les efforts inouïs pour conserver les corps. Les textes funéraires dans les tombes royales de Thèbes ne sont pas simplement des paroles magiques. Elles permettent un fascinant voyage dans l'histoire de l'inconscient humain. L'image de la vie et de la mort dans cette culture révèle de nombreux aspects de la nature spirituelle de l'homme. Le désir suprême du défunt consiste à monter aux côtés des dieux dans la barque solaire lorsque celle-ci traverse le monde d'en bas entre le coucher et le lever du soleil. Celui qui parvenait à accompagner le voyage du soleil à travers la nuit était admis dans le cycle éternel des astres. Au cours de son voyage nocturne sur le Nil éternel, le défunt, libéré de l'enveloppe de la momie, traversait un monde que nous qualifierions aujourd'hui d'intérieur. Les joies et les pleurs alternent pendant les heures de la nuit. Le défunt rencontre d'autres morts et se rencontre lui-même. Il doit maîtriser les dangers du séjour souterrain et réunir à nouveau son corps et son esprit. Car seul l'être complet, matériel comme spirituel, peut accéder à l'éternité. Le livre des morts se présente comme un recueil de formules donnant des indications pratiques sur le comportement dans l'au-delà. À la façon d'un guide touristique contenant des conseils utiles en matière de logement, de nourriture, de devises, etc., le livre des morts se compose de formules à usage purement pratique. Pour qui comprend ces formules, les tombes de la vallée des rois de Thèbes révèlent un monde plein d'actions, ne négligeant aucun détail de l'existence humaine. Tandis que le mort rencontre les dieux, on prépare pour lui tout ce dont il aura besoin pour la vie dans l'au-delà. Le serpent représente le temps, la nouvelle durée de vie impartie aux défunts. Au-dessus, les porteurs de cordes. À un endroit du livre des portes, on voit des divinités portant une gigantesque corde d'arpenteur. Le dessin à lui seul ne permet pas d'interprétation. Mais les textes l'accompagnant expliquent que cette corde servait à délimiter des champs pour les défunts, qui devaient assurer eux-mêmes leur subsistance dans l'au-delà. C'est là un trait typique de l'Égyptien ancien. Il tenait à rester actif dans l'autre monde, à ne pas attendre que les alouettes lui tombent toutes rôties. Les Égyptiens d'aujourd'hui ont conservé l'amour des images. À un jet de pierre des vieilles tombes thébaines, les pèlerins revenus de la Mecque dépeignent leur voyage sur les murs des maisons. En Égypte, écrire en images n'a jamais été le signe d'une culture scripturale arriérée. Le caractère figuratif de l'écriture permettait de procéder à des associations, à des combinaisons d'idées impossibles à exprimer par une écriture abstraite. Trop de sens aurait été perdu pour l'Égyptien. Chaque signe est conçu comme une petite œuvre d'art.
Et dans ce contexte, l'écriture égyptienne présente une caractéristique unique. Chaque signe est lié non seulement à une forme, mais également à une couleur déterminée, ayant très peu varié au cours des millénaires. Dans le monde de l'Égypte ancienne, on rencontre sans cesse des regards. Partout, des hommes nous regardent, plus proches de nous que ceux d'aucune autre civilisation. Le regard des défunts émerge des cercueils, exprimant sans doute le profond désir de rester en contact avec le monde des vivants. Mais l'œil, réceptacle de la lumière du soleil, représentait aussi le lien essentiel entre l'homme et la divinité. De même, les Égyptiens voyaient le soleil comme l'œil de Dieu. L'œil représente donc le lien avec le monde et avec Dieu. Aujourd'hui encore, il est considéré comme siège de la personnalité. Le regard de l'autre nous permet de voir en lui. Les yeux révèlent l'individu. L'art égyptien fut le premier à comprendre ce mystère. L'art égyptien marque et illustre la découverte de l'individu. À travers 3000 ans d'histoire de l'art, on retrouve comme un fil conducteur l'intérêt de l'artiste pour le visage humain et pour la personnalité derrière ce visage. L'intérêt porté à l'individu humain s'exprime de manière très particulière dans cette double figurine. Au premier abord, elle semble représenter deux visages absolument identiques. Mais en regardant de plus près, on constate que l'aspect du visage de droite est très compact, très plein, très ferme. Et on remarque que le visage de gauche, en revanche, est flasque et nettement marqué par l'âge. Nous avons le souverain âgé à gauche, le jeune souverain à droite. Ou bien à gauche, l'homme, le souverain mortel, et à droite, le souverain en pleine jeunesse, le monarque divin, intemporel. Les deux figures représentent une seule et même personne, car chaque inscription mentionne le nom de Niuserre, un pharaon de la 5e dynastie, vers 2370 avant Jésus-Christ. La rencontre la plus mémorable avec une personnalité de l'Égypte ancienne eut lieu au début de notre siècle, lorsqu'en 1922, Howard Carter découvrit la tombe de Toutankhamon. Un roi mort depuis plus de 3000 ans suscita soudain un intérêt mondial. Toutankhamon avait à peine 8 ans lors de son accession sur le trône. Il mourut 10 ans plus tard. De jeunes déesses à l'aspect étonnamment vivant entourent de leurs bras protecteurs le coffre contenant les viscères du pharaon. Leurs silhouettes, leurs gestes et leurs regards forment un décor animé autour du coffre à canope, rigoureusement géométrique. La vivacité de leurs attitudes, la légèreté des vêtements, leur tête penchée sur le côté, évoquent une période parmi les plus mystérieuses de l'ancienne Égypte. Car Toutankhamon, dont elle protège les organes, était le fils du grand Akhénaton. Akhénaton révolutionna l'art égyptien en mettant l'accent sur la subjectivité de l'artiste. Son regard sur le monde et celui du spectateur étaient devenus déterminants. Des résonances de ce style expliquent peut-être l'émotion que nous ressentons à la vue des trésors du tombeau de Toutankhamon. Peu après sa découverte, Howard Carter décrivait Toutankhamon comme un roi connu de la terre entière qu'il n'était plus nécessaire de présenter. Aujourd'hui encore, le masque en or de sa momie figure parmi les œuvres d'art les plus célèbres au monde.
le regard du jeune pharaon fixe un horizon lointain, inaccessible pour nous. Mais quelle différence avec les images datant du règne de son père. Ici, une scène familiale montre un enfant d'Akhénaton jouant avec les boucles d'oreilles de l'épouse royale, Néfertiti. Le soleil domine la scène. À l'extrémité de chaque rayon, une petite main. Les traits du visage d'Akhénaton sont exagérément marqués. Le caractère souvent enjoué des représentations de son époque ne doit pas faire oublier les changements radicaux qu'il imposa d'une main de fer aux Égyptiens. Akhénaton supprima tous les dieux sauf un, le dieu du soleil, et il transféra la capitale du pays à Amarna. Sa révolution esthétique, ce nouveau style dynamique faisant prendre vie aux peintures et aux reliefs, allié aux bouleversements politiques et religieux de l'époque, a certainement été un choc pour le pays. C'est probablement la seule période dans l'histoire de l'art égyptien où une seule personne, le pharaon, détermine à elle seule les tendances de l'art. Tous les hommes de cette époque ressemblent plus ou moins au pharaon, ou à la manière dont le pharaon se voit, jusqu'à la caricature, jusqu'à la laideur. Qui était Akhénaton? Au début de ce siècle, des archéologues allemands, sous la direction de Ludwig Borchardt, entreprirent des fouilles à Amarna, la capitale du pharaon. Aujourd'hui, un petit village des bords du Nil. On procéda aux premiers travaux de repérage et d'arpentage. On construisit des logements pour l'équipe. En 1912, les chercheurs dégagent un site contenant de nombreuses têtes sculptées. On avait retrouvé l'atelier du sculpteur Thoutmôsis. Le 6 décembre 1912, Borchardt note dans son journal la découverte d'un buste de 47 cm, pièce particulièrement belle qu'il esquisse rapidement. Ce buste est aujourd'hui le chef-d'œuvre probablement le plus connu de l'Égypte antique. Il représente la reine Néfertiti, l'épouse d'Akhénaton. On a longtemps cherché le secret de sa grande beauté. Pourquoi un visage d'une époque aussi lointaine nous semble-t-il si moderne, rappelant celui de nos mannequins? D'où lui vient cette beauté impénétrable? Néfertiti est une sorte de top modèle idéalisé. Il lui manque ce petit je ne sais quoi, marquant l'individualité, ces petites imperfections qui feraient d'une couverture de magazine un visage humain. Le site où il fut découvert nous fournit l'explication. Le contexte dans lequel il fut découvert indique clairement que le buste de Néfertiti était uniquement, si j'ose dire, un modèle de sculpteur. Un modèle servant à la réalisation des œuvres d'art proprement dites. Cela se voit également à la différence entre les deux yeux. Un œil est exécuté en détail, selon une technique très complexe. L'autre œil semble avoir disparu ou être aveugle. Il s'agissait d'étapes préalables à l'insertion finale des yeux. Les égyptologues savent que Néfertiti a radicalement changé la vie d'une autre femme. Ce petit buste en bois d'if, très expressif, mesure à peine 9 cm et demi. Il raconte la vie de cette autre femme. L'individualité marquée, l'expressivité de ce visage permettent clairement de faire le lien avec des représentations attestées de la reine Tiye, épouse du roi Aménophis III, et donc belle-mère de la célèbre Néfertiti. Nous n'aurions peut-être jamais connu son histoire sans une petite détérioration de la coiffe au niveau de l'oreille gauche. Une boucle d'oreille en or apparaît. Les modifications subies par cette petite tête indiquent un changement de statut de cette reine.
qui était la grande épouse royale d'Amenophis III, et donc première dame d'Égypte. Mais après la mort de son mari, elle a dû céder ce rôle à Néfertiti, qui lui a succédé en tant que reine. Le changement de statut est concrètement visible sur cette tête, car la couronne royale, aujourd'hui masquée par une perruque brune, a été recouverte et dissimulée. Nous avons obtenu une image de l'état initial et aujourd'hui invisible de cette tête grâce aux méthodes de la scanographie. Puis, grâce au procédé de la stéréolithographie, nous avons reconstitué, sans la toucher ni la dégrader, l'œuvre originale en 3 dimensions. Les constructions monumentales des souverains égyptiens ne sont pas à proprement parler des lieux terrestres. Ils appartiennent à un autre monde, un monde où les hommes rencontrent les dieux. Comme celui de Karnak, les temples représentaient des lieux de culte avant tout dédiés au monde éternel. Les colonnes ne servaient pas uniquement à soutenir un toit. De tout temps, elles furent considérées comme des liens entre terre et ciel. Et elles se dressèrent ici, intactes, pendant des milliers d'années. Jusqu'à notre époque, où des touristes débarquent en Égypte pour découvrir les splendeurs d'antan. On invente de nouveaux rituels. On dégage les colosses du sable. On écoute des exposés sur la civilisation ancienne et on cherche l'inspiration dans les forêts de colonnes des grands temples. Dès les débuts de la photographie, les monuments pharaoniques comptent parmi les sujets favoris des visiteurs, au départ surtout européens. Le mouvement amorcé avec la campagne napoléonienne devint un phénomène de masse dès les premières années du XXe siècle. Il y a 100 ans déjà, des touristes nantis survolaient en ballon les sites célèbres de Thèbes. Autrefois, les ouvriers employés à la construction rejoignaient leur lieu de travail secret dans la vallée en contournant le temple de la reine Hatshepsut. Les traces de leurs pas qui ont usé le grès sont encore visibles. La vallée des rois attire toujours un grand nombre de visiteurs. Bien caché, ce paysage ingrat fut autrefois choisi comme lieu de dernière sépulture pour les pharaons. Il attira ensuite quantité de pilleurs, d'archéologues et de touristes. Et on se mit à déterrer les momies, autrefois inhumées dans le pieux espoir de la résurrection. Ces images du début du siècle montrent le florissant commerce de parties momifiées de ces personnages autrefois si puissants. Apparemment, cette rencontre directe avec des notables de l'Antiquité provoquait des émotions exaltées. Dans la tombe de Séti Ier, on peut constater sous l'aile protectrice de l'aigle un trou qui n'est pas imputable à l'usure naturelle du temps. Cette aquarelle, réalisée peu après la découverte de la tombe en 1817, est une œuvre de Henry Salt, alors consul général britannique en Égypte et donneur d'ordre de l'explorateur Belzoni. Salt a reproduit l'image du roi devant la table d'offrande chargée de pain. Notez le pectoral que porte le roi.
Dans l'état actuel, nous voyons que non seulement le pectoral, mais également beaucoup d'autres parties ont été sauvagement arrachées et que cette fresque exceptionnelle a été gravement endommagée. À certains endroits, comme ici dans la tombe du pharaon Horemheb, on distingue encore le faste et la beauté d'antan. Les couleurs ont gardé leur fraîcheur. Dans l'au-delà, le souverain offre un sacrifice aux dieux. Dans la tombe de Séti Ier, une scène du même genre a connu un tout autre sort. Henry Salt avait également copié une paroi du vestibule de la chambre funéraire, en parfait état, avec un relief peint aux couleurs intactes. Et voici l'état actuel de la même pièce. Le relief est toujours visible, mais les couleurs ont disparu. Au siècle dernier, on en a fait des moulages, surtout des plus belles scènes, sans se soucier de l'humidité qui abîmait les couleurs. L'égyptomanie atteignit de telles proportions qu'il fut de bon ton de rapporter au moins un crocodile comme trophée. Dans la tombe de Horemheb, la scène centrale du jugement surplombant directement le sarcophage. Les actes du défunt sont pesés sous les yeux d'Osiris. Les plateaux de la balance sont restés vides et l'image semble incomplète. L'un des plateaux devait accueillir le cœur du défunt, l'autre l'image de son âme. Cette tombe est restée inachevée. Les travaux ont été abandonnés. Cela nous permet aujourd'hui de retracer les différentes étapes du travail strictement hiérarchisé. Une première esquisse était effectuée à l'encre rouge. Puis on procédait avec du noir aux corrections et à la mise en place des détails définitifs. Les lignes de proportion sont encore visibles. Enfin, venait le travail de mise en relief. L'exécution de la barque solaire venait juste de commencer. Mais elle ne fut jamais terminée. Nous ignorons pourquoi. Ce relief inachevé reflète bien nos faibles connaissances sur cette époque. L'Égypte ancienne ne livrera probablement jamais tous ses secrets. L'empire égyptien se disloqua. Vers 750 avant notre ère, un peuple étranger dominait le pays. Il venait du sud, de la région située au-delà de la troisième cataracte du Nil. Les nouveaux maîtres s'appelaient les Koushites. L'historien grec Hérodote a visité l'Égypte. À Assouan, point le plus au sud de son voyage le long du Nil, on l'informa qu'il lui faudrait encore plus de 60 jours pour trouver le légendaire royaume de Méroé. Des fouilles archéologiques sont en cours dans l'actuel Soudan, sur le site de Méroé. Sur l'imposant plateau qui domine les quelques restes visibles de la ville de Naga, on découvre les vestiges d'anciennes carrières de pierre. Des blocs presque achevés reposent encore çà et là. Très tôt le matin, lorsqu'on regarde la plaine en contrebas, à l'heure où les rayons du soleil sont rasants, on aperçoit partout ces minuscules monticules de ruines. Entre les temples, un point d'eau, actuellement utilisé par les nomades. À environ 30 km de la rive du Nil se trouvait autrefois le port de Naga. Aujourd'hui, la nappe d'eau est descendue à 70 mètres sous terre.
On ne sait rien des hommes qui bâtirent ces temples. Est-ce ici que vivait le peuple qui approvisionnait l'Égypte en marchandises venues d'Afrique, et notamment en or? Un roi perse envoya jadis des espions dans la ville de Méroé, à quelques heures seulement de Naga. À leur retour, ils lui parlèrent d'hommes d'une grande beauté et de taille élevée, qui atteignaient en moyenne l'âge de 120 ans. Selon leur dire, même les chaînes de leurs prisonniers étaient en or, tant ce métal était abondant dans le pays. Aujourd'hui, des bas-reliefs égyptiens gisent épars dans le sable. Des fragments d'une ville disparue dont on ne sait pratiquement rien à l'heure actuelle. Quelques textes historiques évoquent des contacts entre Rome et Méroé juste avant le début de l'ère chrétienne. À plus de 2000 km de l'embouchure du Nil, des statues de béliers semblables à celles des temples de Karnak et de Luxor émergent du sable. En se basant sur la superficie totale de la ville, on peut estimer qu'une population d'environ 5000 personnes vivait ici. Des archéologues allemands et le département soudanais des Antiquités tentent actuellement de mettre cette ville à jour. Une pierre émerge du sol. On la dégage avec précaution. Les chercheurs berlinois Kröper et Wildung découvrent des reliefs sur les faces extérieures. Ils représentent des personnages dans une posture très inconfortable. Il s'agit de prisonniers couchés sous les semelles du pharaon, donc soumis à lui. L'orientation des personnages sur la face latérale indique qu'il faut retourner le bloc. C'est un support de trône. Le même thème est répété sur la première et la deuxième marche de la face supérieure du piédestal. Grâce à des recoupements, on estime que l'homme à la coiffure en brosse est très vraisemblablement un Philistin. Or, il est intéressant de noter que ces Philistins ont vécu uniquement pendant le milieu et la dernière moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. On ignore qui se tenait debout ou assis sur ce piédestal, foulant à ses pieds des ennemis vaincus. Qui étaient ces seigneurs, ces hommes de grande taille, qui adoraient une divinité à tête de lion? Le temple du lion de Naga est construit sur le modèle égyptien. On y voit des dieux s'entretenir avec le souverain. Les dieux arrivent par la gauche et le roi s'avance à leur rencontre du côté droit, où se situe l'entrée du temple. Là où s'unissent le Nil blanc et le Nil bleu, manifestation des liens privilégiés avec l'Éternel, caractérisant depuis des millénaires tous les peuples vivant le long du fleuve. Chaque semaine, les hommes se rassemblent au centre d'un immense cimetière et engagent un dialogue avec leurs ancêtres. Les derviches les accompagnent de leurs danses. La nécropole royale de Méroé date du IIIe siècle avant notre ère. Arkamaniko fut le premier roi à se faire enterrer ici sous une pyramide. Loin de l'Égypte, des Africains ont repris les formes d'expression du temps des pharaons.
2000 ans nous séparent des nécropoles royales méroïtiques, elles-mêmes érigées 2000 ans après la fin de l'ancien empire égyptien. Dans l'espace et dans le temps, Méroé est aussi éloigné des pyramides de Gizeh que nous le sommes des nécropoles de cette mystérieuse cité africaine. Le Nil constitue le lien entre ces deux cultures. Et tout comme lui, les pyramides étaient pour les anciens le symbole du lien entre le ciel et la terre.